Aujourd'hui en France, vous pouvez obtenir certaines armes de manière à la fois légale, mais sans avoir forcément de permis et sans être fiché nulle part. L'extrême droite, elle a besoin de cette violence pour survivre. Sans cette violence, sans ces actions de propagande, sans cette manif néo-nazie à Paris en mai, l'extrême droite n'arrive pas à recruter. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans l'affaire Doran, c'est qu'il a tout, il est dans tous les groupes, c'était extraordinaire. J'avais rarement vu quelqu'un qui était passé dans autant de groupes nazis d'affilée. Je sais pas comment il faisait, il les collectionnait comme des badges Pokémon, il les mettait sur une veste. Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu différent de d'habitude. Je suis à Montpellier où je vais faire une table ronde avec un autre journaliste spécialiste de l'extrême droite. Il s'agit de Ricardo Parera, vous le connaissez peut-être. Il a notamment créé l'Inde Extrême et aussi sorti pas mal d'articles sur certains groupuscules. Et on va échanger l'un et l'autre sur comment enquêter sur l'extrême droite, comment faire du journalisme aujourd'hui sur ces questions qui sont de plus en plus importantes, mais qui sont aussi de plus en plus difficiles à investiguer. Donc voilà, si le format vous plaît évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et je vous laisse avec la table ronde. Bon sans plus attendre, je vous propose un peu de partager votre expérience et de nous dire un peu pourquoi vous avez commencé à enquêter sur l'extrême droite. Alors dans mon cas c'est un peu particulier, je dirais que c'est une histoire un peu personnelle. J'avais une grand-mère qui ne parlait pas bien français, qui n'avait vécu que très peu en France et qui pourtant votait pour le Front National. Et c'est quelque chose qui m'est resté en tête un peu toute ma vie, et quand j'ai commencé à faire de la recherche, moi du coup j'ai une formation en anthropologie, j'ai dû à un moment donné choisir un terrain de recherche. Il fallait que j'aille enquêter, et la plupart des anthropologues ils partent au bout du monde, ils vont en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans des tribus lointaines à découvrir des choses. Et moi du coup il y avait une question qui me taraudait depuis longtemps qui était mais qui sont ces gens qui vont comme ça soutenir et voter pour le Front National, et est-ce qu'il y a d'autres gens comme ma grand-mère, des gens qui en fait si on réfléchit à leur parcours de vie, à ce qu'ils ont à gagner à soutenir l'extrême droite, et ben en fait ont tout à perdre à ce que l'extrême droite gagne. Comme ça par hasard j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là pour essayer de résoudre cette petite énigme, à savoir mais pourquoi mamie vote Le Pen. Et ben de fil en aiguille ça m'a fait plonger dans un système extrêmement complexe où on croise à la fois des groupuscules extrêmement violents, des partis politiques qui font semblant d'être normaux, banalisés, mais qui en fait sont tout aussi violents que les groupuscules dont ils sont finalement proches, et aussi des gens qui glissent de plus en plus dans la radicalité sans parfois s'en rendre compte, comme justement ma grand-mère dont je vous parle depuis tout à l'heure. Je faisais des photos parce que donc, dans ma formation d'archéologie, j'avais fait des formations de photographie, donc je faisais déjà du photojournalisme un petit peu. Je commençais à faire des manifestations, à suivre intensément ici à Montpellier les manifestations des Gilets jaunes, parfois à Paris, parfois à Lyon, parfois à Marseille. Une fois, à Paris, j'ai photographié un policier de la BAC avec un porte-armes, un holster personnalisé avec un templier. Et moi j'étais un peu choqué parce que j'ai dit non mais attends, c'est pas possible ça. En plus il avait une tatouage de Captain America, quelques runes, il se baladait en toute tranquillité là comme un gangster comme ça, et moi je dis waouh. Et ça c'est tout, ça m'a déclenché un peu parce qu'il y avait tout un tas de violences d'extrême droite symboliques et tout ça que je voyais dans les groupuscules d'extrême droite radicale en France, mais le fait de le voir dans la police c'est quelque chose qui m'a fait un peu dégoupiller là, et j'ai dit il y a quelque chose à faire, et c'est là que j'ai démarré tout mon travail en rapport à la symbologie d'extrême droite dans la police, dans la gendarmerie et aussi dans l'armée française. Et après plus tard en faisant des recherches dans les réseaux plus fermés d'extrême droite, surtout sur Telegram, je commençais à travailler sur les groupuscules d'extrême droite radicale, et aujourd'hui voilà je fais plusieurs enquêtes pour plusieurs médias. Je suis aussi journaliste indépendant, donc pour plusieurs médias. Et voilà. Vous avez tous les deux souligné une chose assez importante, c'est que vous parlez de la violence dans les groupuscules ou dans des mouvements radicaux de l'extrême droite, et aujourd'hui on entend beaucoup parler de la notion d'ultra-droite. Et donc quelle différence faites-vous entre l'ultra-droite et l'extrême droite ? En fait du coup l'ultra-droite c'est en tout cas telle qu'elle est utilisée dans les médias aujourd'hui, c'est une absurdité totale. C'est une énorme bêtise qui est utilisée par des journalistes qui font mal leur travail. Alors certains par pure incompétence, d'autres peut-être par accointance avec les partis politiques d'extrême droite. L'ultra-droite, en fait, c'est un terme qui est avant tout une terminologie administrative. Ultra-droite, ça a été créé tout simplement parce que les services de sécurité n'ont pas en France, normalement, l'autorisation d'enquêter sur des partis politiques, encore moins sur des partis politiques qui se présentent à des élections nationales. Ça fait sens, il faut empêcher que la police puisse commencer, sur ordre, par exemple, du président en présence, à mener des enquêtes, harceler de manière sécuritaire des partis qui voudraient se présenter aux élections. Donc jusque-là, ça fait sens. Mais il y a un problème spécifique à l'extrême droite, c'est que l'extrême droite, elle tue des gens. L'extrême droite, systématiquement, constamment, depuis le début de son histoire, assassine. Et
En France, évidemment, on n'y coupe pas. Et lorsque le Front National se monte après la Seconde Guerre mondiale, on va avoir régulièrement des gens qui sont rattachés à ce parti et qui sont rattachés à des groupes qui en sont proches, qui vont commettre des attentats. Et ces gens-là, ils vont assassiner des personnes comme Brahim Bouaram ou Ibrahim Ali. Ces gens-là, ils vont commettre des attentats dans la rue. Se pose alors la question, comment enquêter sur ces gens-là ? Donc comment enquêter sur l'extrême droite sans officiellement enquêter sur l'extrême droite ? C'est là que va se mettre en place un espèce de jeu, un petit peu un jeu de dupes autour de la nomination, et on va créer le vocable ultra-droite pour dire « Ah, on enquête sur l'ultra-droite, on n'enquête pas sur l'extrême droite ». Mais en réalité, c'est totalement faux. C'est tout simplement parce qu'il fallait enquêter sur l'extrême droite. Là où c'est devenu vicieux, c'est que l'extrême droite s'est emparée du vocable. L'extrême droite est arrivée et a dit ah, mais regardez, nous les partis, nous le Front National, maintenant nous le Rassemblement National, nous ne sommes pas l'ultra-droite. L'ultra-droite, ce sont ces gens dangereux, ces skinheads néo-nazis au crâne rasé qui marchent dans les rues et qui tabassent des gens. Rien à voir avec le parti de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Sauf que c'est totalement faux. En réalité, il y a une porosité énorme entre ces milieux. Philippe Vardon, par exemple, qui est un skin néo-nazi, qui chantait des chansons sur le Zik-Lombé en faisant des saluts nazis, on en a des vidéos, eh bien, il a été conseiller régional pour le Rassemblement National pendant des années. On a plein de membres de la GUD, du GUD, qui est un groupuscule d'extrême droite, qualifié d'ultra-droite, qui sont aussi des proches de Marine Le Pen et qui ont été à des postes très importants au Rassemblement National. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre avec le terme d'ultra-droite, c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème au sens où ça fait déréaliser aux gens la violence de l'extrême droite. Ça donne l'impression que la violence aurait été expurgée des partis politiques comme le Rassemblement National pour être cantonnée à des groupuscules marginaux qui seraient finalement très très différents de ce que proposent Marine Le Pen et Jordan Bardella. Alors qu'en réalité, le Rassemblement National est régulièrement cité dans des affaires de terrorisme, tout simplement parce que certains de ces cadres sont les acteurs de des attentats, comme Claude Sinquet qui a attaqué la mosquée de Bayonne, Sébastien Dudognon qui était un des présidents du Front National de la jeunesse, qui a voulu poser des bombes. Voilà, c'est les noms qui me viennent comme ça, il y en a plein d'autres. Du coup, il faut bien comprendre que l'ultra-droite, aujourd'hui, c'est un vocable que vous pouvez utiliser si vous êtes flic, sinon vous le foutez à la poubelle et vous avez absolument aucune raison de vous en servir, encore moins si vous êtes journaliste. Oui, seulement pour rajouter, je ne sais pas si vous avez vu récemment le documentaire que Arte a produit sur le terrorisme d'ultra-droite. Vous voyez, BFM utilise souvent le terme ultra-droite. Et bien, le truc, c'est qu'il y a cette partie de séparer donc, les mouvances plus radicales des partis politiques, donc l'extrême droite extra-parlementaire de l'extrême droite parlementaire. Mais il y a aussi, au sein des services de police, le fait de vouloir séparer des néo-nazis, voire des personnes qui veulent commettre des attentats terroristes, des groupuscules d'extrême droite radicale, comme par exemple ici à Montpellier, qui a été dissous récemment, le bloc montpelliérain, au Patria à Albi, au Tennessee à Aix-en-Provence. D'ailleurs, Tennessee, Raphaël Aïma, il était attaché parlementaire d'un député. Ça veut dire qu'enfin, l'idée, c'est de séparer la violence d'extrême droite radicale, que d'une certaine façon est la base électorale du RN et des Reconquêtes, par exemple, et les amener à se focaliser sur des éléments ultra extrême. Et donc, on va scissionner l'extrême droite en plein de partis, alors qu'ils sont intrinsèquement liés. Tout est lié. Ils sont tous le GUD fait partie de l'ARN, il avait des éléments qui étaient à l'ARN. Plein de partis politiques ont des éléments d'extrême droite radicale que travaillent, que militent dans ces partis politiques. Mais le truc, c'est de brouiller les pistes et que nous, on n'arrive plus à saisir qu'est-ce que c'est vraiment l'extrême droite. Et je rebondis juste dans un sens que eux le fassent pour dissimuler leur violence, on peut l'entendre. C'est leur stratégie, c'est leur manière de cacher qui sont vraiment. Le monstre ne va pas dire qu'il est un monstre, ça fait sens. Mais que des journalistes qui se prétendent neutres, qui prétendent retranscrire le réel, jouent ce jeu-là, ça c'est vraiment très très grave. Ça veut dire que ces journalistes-là, ils participent du coup à cette stratégie de dissimulation mise en place par les partis d'extrême droite qui consiste à faire croire qu'ils ne sont pas violents, alors qu'ils sont constamment violents, constamment cités dans des affaires de violence, et que dans leur rang, on trouve des gens, on a parlé du GUD, on aurait pu parler de l'Action française, on pourrait parler de tout le bloc identitaire, qui sont en réalité techniquement ces gens qu'on qualifie d'ultra-droite. Donc tous ces gens sont mélangés, et si des médias, si des personnes qui se présentent comme soi-disant neutres
reprennent ces vocables-là et donc jouent ce jeu de con à faire croire qu'il y a une séparation alors que cette séparation elle n'existe pas, ça participe à faire croire dans la population qu'en réalité ce serait pas la même chose et que finalement peut-être que voter Le Pen, voter Bardella, voter Zemmour, ce serait pas si grave. Sauf qu'en réalité c'est toujours aussi grave que ça l'était il y a 10 ans, que ça l'était il y a 20 ans, etc., etc. Cette différence dans le discours qu'on peut faire entre l'ultra-droite et l'extrême-droite dans le discours institutionnel, est-ce que finalement elle n'est pas finalement effacée par les symboles communs qu'on retrouve finalement dans toutes les mouvances de l'extrême droite? Je ne sais pas si je dirais que les symboles effacent ces différences-là. Les symboles, c'est la pointe de l'iceberg. C'est quelque chose qui va parler de leurs idéologies, de leurs pensées, de leurs croyances, de leurs valeurs. Mais aussi, c'est ça que c'est intéressant, par exemple, dans le livre que j'ai publié, dans le site que tout le monde peut consulter, parce que voilà, s'il est ouvert, les gens, ils vont regarder le symbole et l'histoire des symboles, et qu'est-ce que ça veut dire et pour qui est utilisé. Mais tous les symboles, ils sont toujours liés à des violences d'extrême droite. On les voit dans les manifs, on le voit dans leurs attaques d'extrême droite, on le voit tatoué sur les personnes qui attaquent des militants de gauche ou des militants qui désignent leurs ennemis politiques. Et donc le symbole, il parle des personnes qui l'utilisent, il donne du sens, et c'est ça, un symbole, il donne du sens, il amène du sens. C'est là que c'est compliqué parce que quand nous on parle de la police, par exemple, l'histoire de la police, c'est un peu une histoire du fascisme, parce que voilà, la police CRS était créée pendant la collaboration, et la police est toujours attachée à cette idée d'autorité, de fascisme, et voilà, et ça c'est la réalité historique. Et quand nous on voit tous ces symboles dans la police, on se pose des questions, la police était en train de devenir fasciste, est-ce qu'ils sont fascistes, est-ce qu'il a des néo-nazis, on ne sait pas trop quoi penser parce qu'elle est censée être démocratique, républicaine, etc. On est un peu toujours confus, mais la réalité c'est que, et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer à travers plusieurs articles, c'est que le mythe du policier guerrier, donc le mythe du policier que réprime ici ou ailleurs, dans le monde colonial avant, aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est cette idée que la police, elle est là pour amener certaines valeurs politiques. Et c'est un truc qui était beaucoup dissocié dans la police démocratique, la police républicaine, c'est qu'elle est neutre. Eh bien, c'est faux. La police, elle n'est pas neutre. On voit très bien à travers les syndicats de police qui sont, dans la grande partie, classés à l'extrême droite, qui ne sont pas neutres du tout. Ils sont racistes, ils sont islamophobes, ils veulent militariser la police. Et exactement, c'est ça que Mathieu Rugus, le sociologue Mathieu Rugus, il explique, c'est que la militarisation de la police, c'est quelque chose, si on peut dire comme ça, très naturel. Elle a existé dans le monde colonial et elle aura toujours la tendance à se militariser de plus en plus avec les technologies que ça va avec, reconnaissance faciale, surveillance massive, voilà. Et donc le symbole, c'est quelque chose que nous aide à comprendre les phénomènes radicaux, donc dans la police, dans la gendarmerie, dans les militaires, dans l'extrême droite, et nous donner des clés de compréhension de leurs idéologies. Il y a peut-être un point important aussi à souligner, c'est que l'extrême droite avance quand même souvent cachée, avec une stratégie de dissimulation de ses intentions. Et du coup, il y a toute une stratégie de ce qu'on appelle le dog whistle, avec les symboles, qui permet en fait de s'adresser à une partie du public qui va comprendre le symbole, tout en pouvant dire à une autre partie qui ne le comprend pas, en fait, là, ce que vous voyez, non, mais attention, c'est pas du tout un symbole raciste, ou c'est pas du tout un symbole nazi, ou quelque chose du genre. Dog whistle, ça veut dire siffler pour chien, et ça désigne en fait la mécanique qui consiste à faire un sifflement qui n'est audible, donc techniquement que pour les chiens. Et donc dans le cas du dog whistle politique, le symbole n'est compréhensible que par des gens qui sont vraiment dans ces sphères-là. Un exemple par exemple, c'est le 88. 88 qui signifie la 8e lettre de l'alphabet 2 fois, HH pour Heil Hitler, et en fait qui est utilisé par des néo-nazis comme tatouage, comme substitut de la croix gammée. Quand des journalistes comme Ricardo font le travail d'expliquer, en fait, voilà le 88, voilà le sens qu'il a dans les mouvements néo-nazis, voilà pourquoi telle ou telle personne, on peut dire qu'elle porte sur elle un signe d'allégeance au néo-nazisme, ça permet ensuite de comprendre qui est cette personne, quelle est l'idéologie qu'elle défend, et quel est peut-être le véritable sens de son discours, derrière un discours de façade qui peut avoir l'air parfois presque neutre. Il y a des gens qui sont très très forts aujourd'hui politiquement à l'extrême droite pour cacher, dissimuler la dangerosité, la violence de leurs idéologies et donner l'impression que non, on n'est pas dangereux, mais quoi, nous, on est des gens si gentils, si sympathiques.
Et ces gens-là, ils vont se balader avec des tatouages. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête, par exemple, c'était dans une vidéo d'une chaîne de sport où ils avaient invité un combattant de MMA et le type arrive avec un tatouage, c'est des lettres, c'est des chiffres, on comprend pas trop ce que ça veut dire et ça avait été analysé par des journalistes qui heureusement connaissaient ces symboles-là et ça voulait dire too white for you, ce qui veut dire trop blanc pour toi. Et le type était un suprémaciste blanc et on a trouvé plein d'autres vidéos de lui et de photos de lui où il faisait des signes et des gestes d'allégeance au nazisme. Et du coup, ça a permis d'expliquer aux gens, mais en fait, là, vous avez en face de vous un néo-nazi. Ce qui est dur, par contre, c'est qu'on est dans une mécanique où on est un peu toujours en train de courir derrière les symboles. C'est-à-dire que le temps que les gens comprennent un symbole, que les médias comprennent que, OK, 88, ça veut dire à Hitler, eh ben, eux, ils vont créer un nouveau symbole, ils vont trouver une nouvelle manière de dissimuler. Et donc, quand un autre type va arriver avec un autre type de symbole, on a toujours presque un temps de retard parce que on explique le symbole, mais les gens souvent, enfin, je trouve, je sais pas ce que t'en penses Ricardo, mais souvent quand on est journaliste spécialisé de l'extrême droite, les gens nous soupçonnent de voir des nazis partout. Et on est là, non, mais encore une fois, vous dites que encore lui c'est un nazi, quand même, vous exagérez. Et en fait, on est là, bah si, mais regardez, le symbole veut dire ça. Et du coup, des fois, ça met 1 an, 2 ans avant que dans les médias un peu plus mainstream, les gens commencent à percuter que, en fait, 88, ça voulait dire à Hitler. Et donc, du coup, ça a laissé beaucoup de temps à des personnalités parfois proches de mouvements purement et simplement néo-nazis pour parler dans les médias, pour prendre de la place à la télé, pour avoir beaucoup trop d'audience, une audience qu'ils n'auraient jamais dû avoir si on avait écouté dès le départ des gens comme Ricardo, quoi. Le truc, c'est que moi, déjà, je vois vraiment une grande différence depuis qu'on a fait le site. Et je vois le traitement exactement de ces symboles complètement différent. Je vois que les gens, ils sont beaucoup se réappropriés de ça. Et, le site, c'est Indextrême, c'est ça ? Ouais, le site Indextrême. Donc, nous, on a voulu faire une version papier. Ça a été aussi pour soutenir l'association, etc. Mais en fait, tout le travail d'Indextrême, il est accessible sur Internet. Et moi, je me souviens quand j'ai commencé en 2023, donc je commençais à travailler sur les symboles en 2019, jusqu'à 2023, il y avait parfois un truc sortait là, un truc nazi là, un truc nanana. Et il n'y avait pas cette partie de faire un index, c'est pour ça qu'on appelle Indextrême. Et nous, on a réussi à avoir une base de données que les gens puissent consulter, mais c'est pas que pour des citoyennes, il y a aussi beaucoup de journalistes à l'étranger aussi qui l'utilisent. Et en fait, aujourd'hui, il y a des centaines de papiers, de médias que citent Indextrême. Et je suis assez content qu'on comprend de plus en plus la puissance des symboles. Il y a un autre lieu, en tout cas d'autres mouvances qu'on retrouve désormais, ou en tout cas qu'on retrouve de plus en plus, c'est la notion de loup solitaire, dont vous parlez également dans vos lives, dans vos articles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus qui ils sont ? Est-ce qu'ils sont réellement si solitaires que ça ? C'est une question super intéressante, les loups solitaires. En fait, en France, on a un problème dans la gestion du terrorisme et vous l'avez peut-être remarqué, c'est que quand on a un terroriste d'extrême droite qui tue des gens, systématiquement, dans les médias, on va avoir un traitement de cette affaire qui n'est pas celui du terrorisme. On va nous dire « Ah non, mais il était un peu fou, lui, hein. Il était un peu bizarre. Finalement, est-ce que c'est pas juste un fait divers ? Est-ce que c'est pas une personne qui avait un problème ?» Et on va pathologiser comme ça l'attentat et on va commencer à nous expliquer que finalement, la personne n'avait rien d'un militant, n'était pas si politisé que ça et que c'était le coup de folie d'une personne isolée. Et donc ça fait que dans l'imaginaire collectif, on ne relie pas les points entre eux. Les attentats terroristes d'extrême droite se répètent année après année, on en a en permanence, et pour autant, dans l'imaginaire collectif, si vous prenez une personne qui n'est pas dans cette pièce, parce que je pense que la plupart des gens ici sont suffisamment renseignés pour savoir qu'il y a des attentats d'extrême droite, mais vous allez dans la rue, vous demandez aux gens c'était quand le dernier attentat d'extrême droite en France, la plupart des gens sont incapables de vous dire cette année ou l'année dernière, et la majorité d'entre eux seraient bien incapables de vous citer ne serait-ce qu'un seul nom de terroriste d'extrême droite. Et donc on voit qu'en France, il y a un vrai problème à ce niveau-là, et ce problème, en fait, il est entièrement lié à l'incapacité aujourd'hui des forces sécuritaires françaises de prendre en compte la notion de loup solitaire. On a un antiterrorisme qui est focalisé sur la question du djihadisme. Depuis 2001 et le 11 septembre, et ensuite les attentats de 2015, on a complètement construit nos représentations sur la lutte contre le djihadisme en ne prenant pas en compte les spécificités des violences terroristes d'extrême droite qui pourtant se poursuivent dans nos pays vraiment de manière systématique. Et c'est un vrai souci parce que l'extrême droite a théorisé depuis des décennies
la notion d'un terrorisme qui n'est pas du tout dans la même forme que le terrorisme djihadiste. Le djihadisme est un terrorisme de groupe où on va avoir des donneurs d'ordre, où on va avoir des radicalisations qu'on peut suivre parce qu'elles ont des espaces de socialisation. Le terrorisme d'extrême droite fonctionne totalement différemment sur un autre modèle. En gros, ce qu'il faut bien comprendre quand je dis que ça a été théorisé, c'est qu'on a des représentants, par exemple, du Ku Klux Klan aux États-Unis, comme Louis Beam, qui ont vraiment créé des textes où ils expliquent ce qu'ils appellent, ce que lui appelait la leaderless resistance, qui est donc la résistance sans chef, et qui était toute une thématique où il disait, en fait, les attentats de groupe sont toujours déjoués par la police parce que quelqu'un finit par parler. Et lui, il faisait partie de groupes extrémistes qui avaient raté des attentats et il voulait que ces attentats d'extrême droite puissent aboutir, hein, c'était son objectif. Et donc, il avait créé cette idée de dire, mais en fait, il n'y a pas besoin d'un groupe, vous prenez une arme et vous allez tuer le maximum de personnes et ensuite, par contagion, d'autres personnes vont faire la même chose et ça créera un soulèvement suffisamment grand, même voire 10 fois ou 20 fois plus grand que si vous avez fait un attentat à plusieurs. Et donc cette notion-là, qui a été donc totalement théorisée par des néo-nazis comme Louis Beam, donc qui était au Ku Klux Klan, elle a été ensuite reprise par notamment les Aryens aux États-Unis. Et donc, par exemple, sur le site internet de l'Aryan Brotherhood aux États-Unis pendant des années, quand vous arriviez sur le site, vous aviez un bandeau et dessus, sur le bandeau, il y avait écrit Lone Wolf, Lone Wolf, Lone Wolf, comme ça, qui défilait en permanence. Ce qui veut dire loup solitaire, loup solitaire, loup solitaire, loup solitaire. Et qui était une manière un peu d'encourager les gens à faire ce qui était le but ultime donc d'un activiste néo-nazi dans ces groupes-là, à savoir devenir un loup solitaire et aller abattre le maximum de gens. Donc, on voit qu'on a une pensée qui est extrêmement théorisée, qui est aujourd'hui reprise par énormément de groupes et qui circulent de manière très très nette au sein des groupuscules d'extrême droite. Et pour autant, du côté des forces de sécurité, il y a une espèce d'angle mort en fait. On fait comme si ça n'existait pas. On a des spécialistes comme Gilles Kepel, qui est un anthropologue spécialiste de l'islam, qui a été aussi quelqu'un qui a énormément travaillé sur le djihadisme, qui a déclaré plein de fois, mais les loups solitaires, ça n'existe pas. Et pourtant, factuellement, des loups solitaires, on en a de plus en plus, année après année. Je rappelle qu'on a eu des cas d'opérateurs isolés du terrorisme en 2025, en 2024, en 2023, en 2022. Chaque année, on a eu au moins un opérateur isolé du terrorisme qui a tué une ou plusieurs personnes. C'est terrible parce que, regardez, seulement depuis 2015, il y a eu plus d'une centaine d'arrestations de personnes qui avaient des projets terroristes. Pour qu'on comprenne bien l'idée, regardez la question de Quentin Desrinques. Il y a eu des violences entre deux groupes, une riche, il y a une personne, Quentin Desrinques, qui décède. Sans doute ça a été violent, personne ne dit le contraire, mais pendant des semaines, il y a eu une rhétorique, une sémantique dans les médias pour occulter toutes les violences d'extrême droite en disant que, en fait, qui tue, c'est l'extrême gauche, qui est violente, c'est l'extrême gauche, alors que toutes les données, toutes les études qui existent depuis les années 80 démontrent exactement l'inverse. L'extrême gauche tue très 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 peu, ça veut dire 10 fois moins. En termes de violence, l'extrême gauche s'attaque surtout à des institutions, alors que l'extrême droite s'attaque aux personnes. Et donc, en fait, il y a tout le logiciel de l'extrême gauche, on peut dire comme ça, c'est le anticapitalisme, c'est l'antiglobalisation. Alors que le logiciel de l'extrême droite, c'est l'ennemi intérieur, c'est le gaucho, c'est la personne. Et donc, nous, cette partie de terrorisme qui existe vraiment en France et qui est occultée par des médias, moi, personnellement, ça me fait poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est comme ça? Encore pire pour moi, parce que je travaille sur ces questions-là, c'est vraiment la manière de poids de mesure. Je vous donne un exemple. À partir de 2015, il y a une mouvance aussi aux États-Unis qui s'appelle Atomwaffen Division. Atomwaffen Division, c'est une mouvance terroriste aux États-Unis qui a tué plein de personnes. Ils ont été après dissus après plusieurs années de terreur. Ils ont créé sur Telegram un mouvement qui s'appelle le terrogramme. Le terrogramme, il existe en France aussi. Il y a des personnes en France qui radicalisent tous les jours des centaines de jeunes à travers ces mouvements-là qui s'appellent le terrogramme. En 2025, j'ai commencé à travailler sur un canal spécifique terrogramme qui s'appelait National Socialist. FR. Dans cette boucle Telegram, ils exposaient
Donc l'effet des loups solitaires, Brenton Tarrant, Andrej Breivik, des personnes qui ont exactement cette logique que Mathieu vient d'expliquer, ils se disent je tue un maximum possible pour inspirer des autres à faire pareil. Et en même temps, il devient un idole. Il est vénéré par tous les extrémistes. Et c'est comme ça, enfin, ça s'engraine tout le temps comme ça. Il ne faut pas oublier que Tarrant, avant de commettre ses attentats envers les musulmans en Australie, il écrit un livre qui s'appelle « Le Grand Remplacement ». Et si on devait resituer un peu, ça fait les loups solitaires représentent un peu une sorte d'atomisation finalement du terrorisme d'extrême droite en France et ailleurs. Et on a également d'autres groupes un peu plus organisés, et on pense notamment à l'actualité avec les Active Club. Qui sont ces personnes-là et quel est leur but surtout ? Ouais, la question des Active Club, elle est très centrale parce que c'est un mouvement qui est en train aujourd'hui de recruter massivement, qui s'est très très bien implanté sur le territoire français et globalement personne ne sait ce que c'est. Genre vraiment la majorité des gens, journalistes, policiers, en tout cas avec qui j'ai pu échanger, sont totalement passés à côté de la question. Donc les Active Club, ça naît aux États-Unis, c'est fondé par un homme qui s'appelle Robert Rundo. Robert Rundo, c'est un suprémaciste blanc et un néo-nazi. Il a été emprisonné pour meurtre, pour avoir instigé une émeute dans laquelle une femme a perdu la vie. C'est quelqu'un d'extrêmement violent, c'est quelqu'un qui est persuadé que les Américains blancs doivent prendre le pouvoir sur le territoire des États-Unis et pour ça, tous les moyens sont bons pour ce que lui appelle la résistance, à savoir tout simplement massacrer des personnes au principe de leur couleur de peau, de leur sexualité, de leur religion, du fait qu'elles soient handicapées, LGBT, etc. etc. Enfin, c'est un nazi. Hein. Le truc de Robert Rundo, c'est qu'il est quand même assez malin. Et il a compris quelque chose. Il a compris que le skinhead néo-nazi à l'ancienne ne séduit plus. Le crâne rasé avec son bomber, c'est sa paire de Doc Martens qui tabasse des gens. Ça ne plaît plus, en tout cas, à une partie de la jeunesse. Et donc aujourd'hui, c'est des groupes qui se réduisent de plus en plus, et tant mieux pour nous. Et donc Robert Rundo, il a essayé de réfléchir à une manière d'aller chercher des jeunes et de les ramener dans ces espaces-là. Et pour ça, lui, ce qu'il a choisi, c'est de passer par le sport. Il a créé des groupes qu'il appelle donc les Active Club, qui sont des espaces où il prétend entraîner des gens au MMA. Donc le MMA, Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes, et qui sont des sports de combat qui sont très à la mode en ce moment. Il crée ces clubs à peu près un peu partout à travers les États-Unis, qui sont en fait gérés par des anciens skinheads néo-nazis, d'anciens militants du Ku Klux Klan, d'anciens de l'Aryan Brotherhood. Et ces types-là, ils donnent des cours de MMA à des jeunes qui pensent en premier lieu venir dans un espace où ils vont pratiquer un sport. Alors évidemment, tout le monde n'est pas accepté dans ces clubs-là. Évidemment, ça va prioritairement aller recruter dans des endroits où les gens se disent ou se sentent patriotes, nationalistes, mais peut-être des gens qui n'iraient pas jusqu'au néonazisme. Et en fait, le but de l'Active Club, c'est de créer un espace social où les gens se rencontrent, où les gens se parlent, où les gens vont passer du temps ensemble, et en fait, en jouant, comme le font toutes les sectes ou tous les groupes de radicalisation, en jouant sur l'affect qu'on crée quand on est proche d'une personne, qu'on passe du temps avec, en jouant aussi sur l'effet d'autorité, le rapport d'autorité qu'on peut avoir pour un professeur de boxe, un professeur de jiu-jitsu brésilien. Et bien en jouant sur ça, recruter des jeunes pour les amener à devenir ce que Robert Rundo appelle le white supremacisme 2.0. Et donc en faisant ça, il recrute massivement. Et il est en train de faire à travers les États-Unis une espèce de petite armée de gens extrêmement dangereux. Pour nous Français, là où ça devient très très inquiétant, c'est que les Active Clubs se sont importés à travers le monde. Et le pays où ça a le mieux pris, c'est la France. La France est, après les États-Unis, le pays avec le plus grand nombre d'Active Clubs. Et dans ces Active Clubs, on retrouve des gens très bien identifiés de la scène néo-nazie française, comme Thomas Katouski, un type qui est connu par exemple pour avoir tabassé un SDF à coups de chaîne. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on voit qu'on a là un espace de radicalisation qui a réussi à se développer sur l'intégralité du territoire. Et aujourd'hui, je pense que pour la majorité des gens, ce truc n'est pas du tout identifié. Et peut-être qu'il y a des gens que vous connaissez qui pourraient se laisser embarquer dans ces Active Clubs sans même vraiment se rendre compte où ils sont en train de mettre les pieds. Et en plus, c'est un espace de militarisation, enfin d'entraînement et de préparation de toute une partie de l'extrême droite la plus violente qui soit. Donc je pense qu'il y a quand même de quoi pas mal s'inquiéter et on a un vrai défaut d'information sur le sujet. Ouais, après il y a quand même une petite, nuance, c'est que ça touche assez spécifiquement les personnes dans la mouvance extrême droite. Il faut être un peu dedans. Les Active Clubs, c'est pas forcément un groupe, c'est un mouvement.
Et les personnes qui sont dans les Active Club en France, c'est des personnes qui sont issues déjà des groupuscules d'extrême droite. Un peu pour l'histoire, en France, il y avait la culture du baston jusqu'à les années 90, 2000, surtout avec le GUD et certains groupes dissidents, etc., certains groupes radicaux. Cette culture du baston, elle s'est perdue un petit peu. Et donc, les Active Club, au-delà du projet de Robert Rondeau, exactement, c'est un projet suprémaciste blanc, préparer des guerriers blancs contre les invasions des personnes racisées, donc protéger la race blanche. Enfin, c'est toute nation basique. Au-delà de ça, les Active Club veulent répondre à une nécessité. C'est exactement le manque de violence au sein des groupuscules d'extrême droite radicale en France. Et à travers ça, ils essayent de créer un endroit dans lequel, surtout les hommes, évidemment, ils peuvent s'entraîner à tabasser du gaucho. Basiquement, c'est apprendre à tabasser du gaucho. Le truc, c'est que, et c'est ça qu'on voit parce qu'il y a un crescendo de violence en France depuis une dizaine d'années, alors que les Active Club sont en France, actifs en France depuis 2022, c'est que, en fait, l'extrême droite, l'extrême droite radicale, elle a besoin de cette violence pour survivre. Pourquoi ? Parce que sans cette violence, sans ces actions de propagande, sans cette manif néo-nazie à Paris en mai, l'extrême droite n'arrive pas à recruter. Toutes ces mouvances-là qu'on vient de parler, soit Terrogramme, soit les Active Club et tout ça, eux, ils arrivent à mettre dans la tête des jeunes l'idée que la race blanche est en péril et il faut se préparer pour la défendre. J'aimerais bien rebondir sur cette question de préparation. Je trouve que c'est vraiment très important parce que ça permet de recruter même au-delà des cercles d'extrême droite, parce qu'aujourd'hui on a quand même un discours de la peur qui est très installé médiatiquement. On a des représentants qui ne sont pas forcément les représentants de l'extrême droite, qui peuvent être par exemple de la Macronie, qui vont venir sur des plateaux télé et dire on est de plus en plus en danger, le pays est de plus en plus violent. Et qui vont relier cette violence, Emmanuel Macron l'a fait plusieurs fois, à tel groupe, tel groupe, tel groupe. On a eu Emmanuel Macron à la télévision, je crois sur France 2, qui avait dit je ne relierai jamais immigration et délinquance. Mais force est de constater, et là il avait commencé à développer sur ce thème-là. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une fabrication dans la société tout entière de l'impression d'une espèce de menace imminente qui crée justement cette croyance en la guerre civile. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement exploité par les groupes d'extrême droite qui y voient quelque chose de très avantageux pour venir attraper ensuite des personnes qui pourraient être intéressées par le thème en fait finalement de la protection de leurs proches, de la protection de leur domicile, qui ont peur, qui se sentent en danger et qui ensuite se font embarquer dans des groupuscules assez dangereux. Et il y a une question qui est assez inquiétante, en tout cas du point de vue des mobilisations de gauche et des milieux engagés, qui est qu'en fait il y a une structure vraiment tout à fait identifiable de la préparation. Ces gens qui se préparent à la guerre civile aujourd'hui, ils se préparent dans des stages, ils vont dans des clubs de tir, ils obtiennent des armes. Aujourd'hui en France, vous pouvez obtenir certaines armes de manière à la fois légale, mais sans avoir forcément de permis et sans être fiché nulle part. Par exemple, le fusil de Terminator dans Terminator 2, l'espèce de fusil qu'il a sur la moto au début du film, ce fusil, en France, vous pouvez l'avoir sur simple présentation d'une carte d'identité. Parce que c'est une arme qui est catégorisée en catégorie D, arme historique à poudre noire, quand bien même c'est une arme qui fonctionne, quand bien même c'est une arme qui peut être tout à fait utilisée pour tuer des gens, et quand bien même c'est une arme qui peut être chargée avec du calibre 12, donc avec des balles totalement normales. Aujourd'hui, cette arme-là, en France, elle peut être, je le redis, achetée par n'importe qui, sans traçabilité sur présentation d'une carte d'identité, et sans qu'aucune vérification ne soit faite du FINIADA, qui est en fait, en gros, le document auquel sont inscrits les personnes qui n'ont normalement pas le droit d'obtenir des armes. Des armes à poudre noire, on en a vu utiliser, par exemple, dans l'assassinat de Martina Rambourou à Paris, qui a été tué par 2 militants d'extrême droite qui ont utilisé des armes à poudre noire pour le meurtre. Donc j'insiste vraiment là-dessus parce que vous avez un pouvoir en réalité. Vous pouvez participer à rendre moins facile l'armement de ces gens-là, moins facile l'entraînement de ces gens-là, moins facile leur préparation. Mais pour ça, il faut être capable de se mobiliser. Je trouve qu'il y a trop peu de mobilisation aujourd'hui des gens qui sont le plus concernés par la violence de l'extrême droite sur les moyens et les modalités de cette violence. Il faut faire en sorte que ce soit moins facile de faire des stages paramilitaires en France. Il faut faire en sorte que n'importe qui ne puisse pas organiser des stages de tir où on apprend à des gens à manipuler des armes à feu. Et il faut faire en sorte que ce soit moins facile de s'armer en France parce que malheureusement, comme
vous, moi, la plupart des gens de gauche, les gens ne s'arment pas. Malheureusement, on a l'impression qu'en France, c'est très dur de s'armer, alors qu'en réalité, je l'ai réalisé pendant mon enquête sur les survivalistes, c'est incroyablement facile. Maintenant, avant de passer aux questions pour le public, peut-être une question encore plus d'actualité, j'ai envie de dire, et de revenir sur les liens peut-être avec Quentin de Ranc, les Active Club, et qu'est-ce que ça signifie aussi, le traitement médiatique qu'on a vu autour de cette affaire. C'est compliqué parce que déjà dans la première phase de ces dramas-là, tous les médias se sont pliés au discours de Nemzis, surtout au discours d'Alès Cordier qui n'était pas du tout présent sur place. Mais moi qu'est-ce que je peux essayer, je ne sais pas quoi, c'est tellement complexe, c'est difficile je ne sais pas pour commencer, mais regardez, quand il y a cet hommage à l'Assemblée nationale pour Quentin de Ranc, on sait déjà qu'il est un néo-nazi. On sait déjà qu'il a participé à une marche néo-nazie. Mais quand même, ils font cet hommage. Mais peut-être la question, c'est est-ce que réellement tout le monde est au courant ou est-ce que c'est simplement nous, militants de gauche ? Non, ça a été déjà sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'enfin, la mort de Quentin de Ranc, que c'est un drama, il n'y a pas de doute, elle a permis à l'extrême droite et la droite extrême et le centre extrême d'utiliser ce drama pour faire tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui s'est passé. Il y a eu tout et n'importe quoi. Il y a eu des mensonges. Aujourd'hui, on sait que ça n'était pas une lynchage. D'ailleurs, déjà, l'utilisation du terme lynchage, ça vient c'est des lois de Lynch, ça a été des lois qui permettaient à des gens de tuer des personnes noires. Ils utilisent comme ça pour un blanc. C'est totalement le renversement sémantique qui s'opère aujourd'hui déjà dans les médias de masse, et ça c'est de la folie. C'est ça qu'en extrême étudie aussi, c'est l'utilisation de toute cette sémantique inversée. Les vrais fascistes sont les antifascistes, enfin. On est là. Après, il y a eu une banalisation des groupuscules d'extrême droite radicale, surtout Nemzis, dans lequel ils ont eu la chance de verser leur argumentaire raciste, islamophobe, fémonationaliste, antiféministe, comme ça dans les médias pendant des heures, des jours, voire des semaines. Je sais pas. Je donne la parole honnêtement. Enfin. Je suis d'accord avec tout. Non, je suis vraiment profondément d'accord avec l'analyse. C'est incroyable que des médias nationaux se réfèrent au discours d'un groupe radicalisé comme Némésis pour construire le narratif d'une affaire sur laquelle il y avait de toute évidence une nécessité d'enquête. C'est vraiment, ça dit quelque chose aujourd'hui d'un abandon total du travail d'investigation et du travail journalistique de la part de énormément de grands médias et énormément de grandes chaînes de télé. C'est d'autant plus dramatique que plus on en a appris sur Quentin de Ranc, plus c'est dessiné la figure d'un jeune radicalisé d'extrême droite, comme il y en a malheureusement beaucoup, où on s'est rendu compte qu'il était lié à énormément de groupuscules, donc il était proche des Active Club, il était passé par l'Action française, un mouvement profondément antisémite, il était lié à la scène identitaire lyonnaise, il avait lui-même fondé un groupuscule, il était à une marche néo-nazie à Paris, c'est quelqu'un qui se préparait à la violence, c'est quelqu'un qui sur Twitter tenait des propos mais immonde quand on a découvert les deux comptes Twitter de Quentin de Ranc, mais c'est vraiment un empilement de propos négationnistes, nazis, racistes, antisémites, et cette personne-là a eu 1 minute de silence à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Je pense qu'il faut être honnête, par stratégie politicienne, par petite stratégie politicienne, dans une volonté simple d'abattre un parti de gauche à la veille d'une élection. Et aujourd'hui, je trouve que c'est assez représentatif de toutes les dérives politiques qu'on connaît depuis, moi je remonterai au moins à Jacques Chirac, mais on pourrait remonter même à plus loin, où on voit en fait des politiciens de droite, du centre, de gauche parfois, se compromettre à finalement se dire on va aller dragouiller l'électorat d'extrême droite, on va aller banaliser ou normaliser certains groupuscules simplement parce que peut-être qu'il y a quelques voix à gratter, peut-être qu'il y a un coup politique à faire. Seulement, à jouer ce jeu-là, les gens de plus en plus ont l'impression que l'extrême droite est normale, que c'est pas si grave, et on en est au stade aujourd'hui où ça devient difficile d'expliquer aux gens qu'un néo-nazi est un néo-nazi. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans l'affaire de Ranc, c'est que il a tout, il est dans tous les groupes, c'était extraordinaire. J'avais rarement vu quelqu'un qui était passé dans autant de groupes nazis d'affilée. Je sais pas comment il faisait, il les collectionnait comme des badges Pokémon, il les mettait sur une veste. C'est fou. Et le type, on est là, on a tout ça, et quand on doit en discuter avec certaines... vous êtes un peu radicaux quand même, il était pas si nazi que ça. Mais si,
Si factuellement, si lui n'est pas nazi, plus personne ne peut l'être dans ce cas-là. Et donc voilà, je trouve que c'est très grave et ça dessine quelque chose d'une ère du temps qui demande que de notre côté, on soit extrêmement solide, extrêmement précis sur nos sources, extrêmement fort dans la capacité de vérifier nos informations, parce qu'en face, plus personne ne le fait. Et que si on n'est pas là pour faire le travail, vraiment, personne ne le fera, quoi. Et moi, je l'ai déjà dit publiquement et je l'ai redit ici. C'est très bien le travail que Mediapart ils ont fait en sortant tous ces messages. Mais pour arriver à concevoir ou accepter qu'une personne est néo-nazie parce qu'il écrit le pire, il vomit le pire que peut être vomi de racisme, antisémitisme, négrophobie, islamophobie sur les réseaux sociaux, alors qu'on sait que le mec, tout ça que Mathieu veut le dire, enfin, ça démontre à quel point la normalisation de l'extrême droite, elle est actée, que la bataille culturelle, elle est gagnée d'une certaine façon. C'est que ça suffit pas d'être raciste pour être condamné, alors que le racisme est un délit. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en face de nous, il n'y a pas seulement un système médiatique qui est favorable à l'ORN, mais il y a aussi un système politique que préfère taper sur des partis politiques, des personnalités publiques qui sont de gauche, que taper sur l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que le programme de l'extrême droite, capitaliste, impérialiste, extractiviste et tout ça, c'est plus compatible qu'avec le programme d'extrême gauche. De gauche, pardon. Et je trouve très fort dans ce que tu dis que, en fait, il y a quand même une réalité dans un monde fonctionnel. Être à l'Action française suffit à qualifier une personne d'antisémite. L'Action française est un mouvement antisémite, fondé sur l'antisémitisme, dont tous les membres ont historiquement participé à la construction de l'antisémitisme français. C'est hallucinant de se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille déterrer le Twitter de la personne et qu'il soit vraiment en train de dire les pires horreurs antisémites pour qu'enfin on nous dise oui, bon, peut-être il est antisémite. Être passé à l'Action française, être un sympathisant de l'Action française, avoir été membre de l'Action française suffit à caractériser une personne d'antisémite. Le fondement de l'Action française, c'est l'antisémitisme et rien d'autre. Et c'est vraiment dramatique parce qu'aujourd'hui, on nous demande de plus en plus de preuves. Et bientôt, peut-être que les tweets ne suffiront plus, qu'il faudra qu'on ait aussi des photos où ils ont une casquette nazie en train de faire un salut. Et encore, on nous dira ah, mais vous êtes sûr, peut-être que c'était un déguisement, vous êtes sûr, nanana, c'est peut-être un fan de Charlie Chaplin, la petite moustache là. Franchement, ça devient n'importe quoi et je crois qu'il faut ramener les choses, à savoir être membre d'un groupuscule radicalisé, antisémite, raciste, sexiste, LGBT-phobe, suffit à vous qualifier de personnes racistes, sexistes, LGBT-phobes, antisémites, etc., etc. Mathieu, Ricardo, merci beaucoup. Je pense que vous méritez une bonne salve d'applaudissements. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et à vous abonner. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur Ulule et Tipeee. Je vous rappelle que je ne fais aucune publicité et que c'est grâce à vos soutiens que je peux faire ce genre de format. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!